Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des narrateurs. Je m'appelle Henri le Second, souverain du royaume de France depuis le 30 juin 1514. Mon père était un idiot qui ne comprenait rien à la chose militaire. Maintenant nous sommes dans une guerre perdue d'avance à cause de nos alliés. J'ai un fils, François, encore bébé. Mais cela se voit à sa tête, il ne pourra pas être roi. Je le déshérite. Quand il sera en âge, il choisira entre une carrière dans l'armée et rentrer dans les ordres religieux. Une compagnie mercenaire, la compagnie franche, fut recrutée afin de repousser les Ottomans hors de France, mettant à genoux notre économie si prospère. Mais il est hors de question de les laisser piller notre belle capitale, même si en vrai elle ne l'est plus. La cour s'est réfugiée non loin de Paris, à Versailles, afin de ne pas se faire tuer. Tout ceci dans la plus grande discrétion, bien sûr. Bon, si Paris tombe, ils suivront assez vite, mais nous les aurons... En août, la contre-offensive fut ordonnée, et les Ottomans furent une nouvelle fois repoussés loin de Paris. Je pourchasse nos ennemis jusqu'en Franche-Comté, afin de les éliminer totalement. Pendant ce temps, l'autre moitié de mes armées partent pour Narbonne afin de mettre fin à une attaque tunisienne. La bataille fut simple. Maintenant il faut libérer les provinces occupées en Bourgogne. Au premier jour de l'année 1515, la nouvelle arriva. La Pologne a signé la paix avec les Ottomans. Toutes ces ressources investies dans leur défense pour rien, ça me met en rage. Les Ottomans contrôlent maintenant la totalité de la mer Noire, et l'avenir de l'Europe est incertain. Et tous ces chrétiens qui nous ont regardés défendre leurs fesses en vain. S'ils nous avaient prêté main forte durant la croisade, notre victoire aurait été totale. Maintenant les Ottomans ont le champ libre. Bref, faut que j'arrête de me plaindre. À partir de ces lignes, ce n'est plus le roi Henri qui formule ces mots. C'est son chroniqueur, Pierre de Harbes. Le roi ne sachant pas lire, c'est moi qui écrivais ce qu'il me dictait. Mais il est las de tout ceci, et me délégua totalement la tâche. Ah, Louis le XIe, tu nous manques en ces temps troubles. L'exploration des mers à l'ouest se poursuit tout de même. Visiblement, certains nobles ont réussi à convaincre notre roi de financer cette entreprise. De nouvelles îles au sud de l'Atlantique furent en partie cartographiées. Ce nouveau monde, qui n'est pas l'Asie, est donc plus vaste que prévu, et sûrement que les Portugais et Castillans ont également entrepris de s'installer quelque part comme nous. Le roi mit en place la dernière de la série de doctrines offensives. Nommé esprit de corps, le principe est d'imposer une discipline de fer dans les rangs de notre armée, afin qu'ils se battent mieux. Dans le même temps, il fit interdire purement l'élevage et la consommation de volailles dans les terres néerlandaises, afin que l'incident de son grand-père ne se reproduise pas. Une nouvelle politique militaire fut également mise en place, à l'initiative de plusieurs conseillers, afin d'améliorer nos relations avec nos voisins, et en même temps enrôler de nouveaux soldats dans des centres de recrutement à l'étranger. Le temps passa, et étonnamment, le roi Henri eut un début de règne calme. Voilà 2 ans que la paix avec les Ottomans fut signée, et il ne se passa rien de plus. Je sais néanmoins que le roi et ses généraux préparent des plans d'invasion de la Bretagne, ou encore de la Savoie, mais pour l'instant rien de concret. L'un des objectifs du roi est d'étendre son influence en Italie, en passant notamment par la vassalisation de certaines cités comme Sienne. Quelque chose qui n'avait pas été noté du temps de Louis XI à cause de la guerre en Pologne commença à inquiéter le roi Henri. Les couronnes de Castille et d'Aragon sont gouvernées depuis quelques années par nos cousins de Castille, créant une superpuissance juste derrière les Pyrénées. En octobre 1516, un événement inattendu eut lieu. Un moine de Lucas se leva contre la corruption qui gangrène l'église depuis de longues années. Il prône une réforme de la foi et fondit son courant chrétien, le protestantisme. Le roi Henri fut charmé par l'idée, ayant des rancœurs profondes envers les pays catholiques, passifs durant la guerre contre les Ottomans. La chrétienté, jusqu'alors divisée en 2 mondes, catholique et orthodoxe, vient de subir un nouveau schisme. Mais il est trop tôt pour dire si cela prendra ou si cela sera tué dans l'œuf comme le hussisme. Notre roi prit la décision unilatéralement de se convertir à ce nouveau courant religieux, et le pays avec lui. Il ne se rend pas compte du désordre qu'il vient de créer. Mais il dit que pour redresser le royaume, il faut passer par là. Mais le royaume allait très bien jusqu'à maintenant. Bon, le mal est fait de toute façon, et le roi a peut-être une vision à long terme avec ce choix. Maintenant, il va donc falloir convertir le pays tout entier. Cela sera long, et les tensions vont grimper en flèche avec tout ça. Et cela ne manqua pas. Un mois plus tard, en novembre, les paysans néerlandais commencent à préparer un soulèvement à grande échelle. La région tout entière va se soulever pour essayer d'obtenir l'indépendance des nouvellement nommés Pays-Bas. L'interdiction de la volaille dans leurs terres et le changement de religion ont fini de courroucer le peuple néerlandais. Maintenant, le roi va devoir assumer les conséquences. Afin de préparer le pays à cette révolte, l'unité religieuse fut imposée,
et des emprunts importants furent pris auprès des bourgeois. Avec cet argent, le roi se nomma défenseur de la nouvelle foi protestante. Il jouissait grâce à cela d'un prestige grandissant et d'une influence religieuse très importante. L'économie du pays est à genoux. L'instabilité dans l'une des régions les plus riches du royaume a couché nos moyens financiers pour un long moment. Et voilà, 1 an après le changement de religion du roi, les Pays-Bas se soulèvent contre notre autorité. Pour le moment, les insurgés devraient être gérables facilement, mais il est fort à parier que le conflit continuera de s'aggraver. Les Néerlandais considèrent le roi Henri comme un étranger tyrannique. Comment leur donner tort, ceci dit? Le roi ordonna le massacre des révoltés. Cela ne va pas calmer les choses, ça j'en suis sûr. Alors que les insurgés furent massacrés, les nobles néerlandais relativement calmes jusqu'ici furent horrifiés par le massacre de leurs frères. Cet événement fut nommé Octobre sanglant, à cause de 2 massacres perpétrés par l'armée française durant ce fameux mois de 1517. Cela eut pour conséquence que les nobles décidèrent eux aussi de faire sécession. Ils signèrent l'acte d'abjuration, rompant leur serment de vassalité envers le roi Henri et déclarant de fait leur indépendance. Ce qui n'était alors qu'une simple insurrection paysanne se transforme alors en guerre d'indépendance totale. Nos armées furent rappelées en Wallonie afin de préparer l'offensive. Heureusement, les Pays-Bas furent considérés par les pays voisins comme l'agresseur, et donc nos nombreux alliés rejoignirent la guerre. Ainsi, aucune chance qu'une aide extérieure renverse le cours des choses. Bon, en réalité, le roi panique pour rien en demandant de l'aide à ses alliés. Notre ennemi n'a pas encore pu lever d'armée, et donc une attaque rapide détruira totalement toute tentative d'en lever une. C'est donc dans une guerre héroïque, pour le salut du royaume, comme notre roi le dit si bien, qu'il se lança. Une guerre dont les effectifs des 2 camps s'élèvent à 230 000 contre 0. En réalité, ce qu'a prévu le roi Henri, c'est une punition violente et sanglante contre le peuple néerlandais, afin de servir d'exemple. Durant le siège d'Anvers, la Frise orientale fusionna avec la République des Pays-Bas. Ce qui fut à craindre arriva. Tous les États néerlandais vont vouloir se liguer contre nous et rejoindre nos ennemis. Bon, cela ne devrait toutefois pas renverser le cours de la guerre. Gueldre suivra peu de temps après. En pleine guerre, notre roi organisa une soirée mondaine dans le château de Anvers. Il fut invité des nobles néerlandais n'ayant pas rejoint l'ennemi, ou d'autres encore voulant revenir dans notre giron sans se faire tuer. La jeune fille de l'un d'eux tapa dans l'œil du roi, et il en fit visiblement sa maîtresse. De cette union naîtra un fils que le roi reconnut comme héritier. Peut-être une manière de calmer les colères du peuple que de s'unir avec eux. La légitimité du futur Louis XII est néanmoins très faible. Le 20 avril 1519, la capitale des Pays-Bas tombe face à notre armée. Elles reviennent alors en France, en attendant la fin des derniers sièges. Et quelques mois plus tard, la paix fut signée. Toutes les provinces qui étaient françaises avant le soulèvement le redeviennent. Visiblement, l'un des conseillers réussit à convaincre le roi de ne pas aller plus loin. Il est tout de même plus raisonnable que son grand-père. Lui, il aurait massacré tout le monde. La jeune République des Pays-Bas peut donc continuer son existence dans une forme réduite. Évidemment, une coalition se forma. Récupérer autant de territoires d'un coup fut un acte d'une grande violence aux yeux des Allemands. Le roi allait devoir faire profil bas pour quelque temps. Ses plans d'invasion de la Bretagne devront attendre. L'indépendance de notre voisin breton tient à pas grand-chose depuis longtemps maintenant. La France connut alors de longs mois de paix, où 2 nouvelles doctrines importantes furent écrites. La première, nommée « Là où tout est possible », est dans la continuité des doctrines coloniales de Louis XI, afin d'accélérer la colonisation des terres du Nouveau Monde. La deuxième vise à mettre en avant les philosophes français, afin d'accélérer les recherches technologiques. Le royaume traverse alors une longue période de paix, marquée par la conversion progressive des provinces, ainsi qu'à la reconstruction économique du pays. C'est dans ce contexte troublé, où l'avenir du royaume est flou, que mon père Pierre de Harde, chroniqueur royal depuis 1515, s'éteignit le 1er mai 1522. C'est moi, son fils Henri de Harde, qui reprend le flambeau de mon père. Contrairement à la mort d'un roi, le royaume continue de vivre et ne s'arrête pas un seul instant pour la disparition d'un simple page. Je vais donc devoir me mettre immédiatement au travail.